Élection présidentielle en Algérie prévue pour 2019. Abdelaziz Bouteflika sera le candidat de son parti, le Front de Libération Nationale. Victoire de Jair Bolsonaro au scrutin présidentiel brésilien. Le candidat d'extrême droite a été élu haut la main selon les résultats partiels officiels. Puis en Syrie, des élèves kurdes affluent vers les écoles du régime, bravant quotidiennement les barrages de sécurité pour passer d'une zone à l'autre. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Plus de doute, le président algérien Abdelaziz Bouteflika sera bel et bien candidat à la prochaine élection présidentielle. Il sera donc le candidat du Front de Libération Nationale, son parti, à la présidentielle prévue pour avril 2019. Voici le reportage. L'état de santé actuel du chef d'État algérien ne semble pas constituer un frein à ses ambitions politiques. À en croire le responsable de son parti, le Front de Libération Nationale, Abdel Bouteflika sera candidat à la prochaine présidentielle prévue pour avril 2019. L'information n'a pas encore été confirmée par le principal concerné, mais il n'est pas un secret que le président sortant est sous pression politique depuis 6 mois, son camp le poussant à briguer un 5e mandat. Âgé de 81 ans, le chef de l'État est diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013. L'incertitude autour d'une nouvelle candidature du chef de l'État a monopolisé ces derniers mois le débat politique en Algérie, mais semble dans l'immédiat susciter moins d'opposition affichée qu'en 2014, notamment au sein du sérail politique et militaire. En avril 2017, Abdelaziz Bouteflika avait été réélu pour un 4e mandat, un an presque jour pour jour après l'AVC pour lequel il avait été hospitalisé durant 3 mois à Paris. Chef de l'État depuis 1999 et détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika ne fait que de rares apparitions sur un fauteuil roulant et ne s'exprime plus en public depuis son AVC. Sa santé fait l'objet de spéculations récurrentes. À Madagascar, l'insécurité est un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. En effet, le sentiment d'insécurité ne cessant de s'accroître, la lutte contre l'insécurité figure dans les programmes de tous les candidats. En 2015, 7 Malgaches sur 10 craignaient de se faire agresser dans leur quartier. Pourtant, le pourcentage de victimes de l'insécurité est plus faible que dans la plupart des pays africains. Reportage. Dans cette station de taxi Brousse d'Antananarive, des militaires armés escortent les passagers à chaque voyage de nuit. Les véhicules partent obligatoirement en convoi. Sans ces précautions, impossible de rouler la nuit en province. Ce chauffeur de taxi Brousse a été attaqué il y a quelques semaines par une 50aine de bandits armés. Ils ont barré la route avec un tronc d'arbre. On a dû s'arrêter car on ne pouvait plus avancer. Certains taxi-brousses ont reçu des jets de pierre et ont eu les vitres brisées. Les bandits ont aussi tiré sur les véhicules. Mais la compagnie de taxi Brousse n'a pas porté plainte, découragée par la corruption généralisée dans la justice et les forces de l'ordre. Un sentiment qui pousse les habitants et les entreprises qui en ont les moyens à faire appel à des services de sécurité privés. Les policiers viennent rarement. C'est pour ça que nous devons patrouiller ici tous les jours pour surveiller ces restaurants et ces hôtels. Il y a aussi des clients qui nous demandent de les accompagner. Parmi les actes de violence les plus fréquents à Madagascar, les vols de zébus. À l'approche de l'élection présidentielle, la gendarmerie a mené une grande opération contre ces vols en s'attaquant directement aux principaux responsables, les fonctionnaires corrompus. On a contrôlé des marchés aux zébus, des zébus en circulation. On a pu donc mise en fourrière 2600 zébus blanchis qui étaient accompagnés des faux documents émanant des autorités. Donc on a arrêté 13 fonctionnaires. Chasse aux bandits en col blanc, destruction d'armes appartenant aux voleurs de zébus, avec plusieurs opérations coup de poing et de communication, l'État tient à montrer qu'il maîtrise la lutte contre l'insécurité, l'un des thèmes majeurs de cette élection présidentielle.
En République démocratique du Congo, au moins 50 000 partisans du président Joseph Kabila se sont rassemblés à Kinshasa, et ce pour un meeting au cours duquel Emmanuel Ramazani Shadari a été présenté comme candidat du pouvoir à la présidentielle. Les images. Le stade Tata Raphaël à Kinshasa était rempli ce week-end des militants du Front commun pour le Congo FCC. Ces derniers étaient venus pour assister à la présentation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme leur candidat à la présidentielle de décembre prochain. Aujourd'hui, on nous a présenté notre candidat du FCC, l'unique Ramazani Shadari Emmanuel, avec qui nous irons jusqu'aux élections. La majorité présidentielle, avec les FCC, les deux machines de Kabila, nous nous sommes réunis ici pour présenter à la population congolaise, à travers la population quinoise, notre champion. Parce que je venais de vous dire, Shadari est déjà président. Nous allons aux élections le 23. C'est l'heure de la mobilisation et non pas de la démobilisation. La question de la machine à voter a également été abordée au cours de ce meeting des pro-Kabila. L'expertise britannique nous a convaincus que cette machine n'est ni une machine à voler, ni une machine à tricher. Donc nous confirmons. Parce que s'il faut qu'il y ait élection le 23 décembre, ce sera avec la machine à voter. Après avoir été reporté en 2016 puis en 2017, les élections présidentielles et législatives sont prévues le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. La campagne électorale pour les différents scrutins est prévue du 22 novembre au 21 décembre 2018. Au Bénin, le 26 octobre 1972 avait eu lieu le coup de force militaire ayant mis un terme au régime surnommé le monstre à trois têtes pour asseoir le marxisme-léninisme. Il a été célébré sous le signe de la cohésion nationale, l'initiative du Parti du peuple souverain, PPS, qui appelle à un retour express des exilés politiques sous le régime Talon. Plus de précisions avec Dieudonné Biaou, il est le porte-parole du PPS. On l'écoute. 26 octobre 1972, 26 octobre 2018, exactement 46 ans que certains jeunes militaires ont pris les clés du palais de la Marina pour arrêter la pagaille qui détruisait l'image du Dahomey et qui donnait honteusement le nom de l'enfant malade de l'Afrique à notre chère nation. Le Dahomey devenu Bénin s'est confronté à une dictature militaire qui a contraint certains de ses enfants à l'exil. La situation que traverse notre pays actuellement est identique à celle de 1989. La jeunesse est sacrifiée, les libertés fondamentales sont confisquées, les dettes de l'État qui grimpent de manière exponentielle compromettent dangereusement les générations futures. Nous serons heureux d'apprendre dans les jours à venir que le chef de l'État a appelé au retour des exilés politiques. Nous serons très fiers d'apprendre dans les prochains jours que le chef de l'État a ordonné la libération des détenus politiques. Il serait très merveilleux de constater la dissolution de la criette dans les prochains jours. Ce serait justice rendue au peuple si l'exécutif, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale appellent à la rélecture des lois inconstitutionnelles et antidémocratiques, à savoir les lois sur le code numérique, le code électoral, le code pénal et la nouvelle charte des partis politiques. Enfin, ce serait une fierté pour ce peuple d'apprendre dans les jours à venir que le chef de l'État a convoqué les assises nationales. Cette édition se poursuit au Brésil. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été élu haut la main président selon des résultats partiels officiels communiqués par le tribunal supérieur électoral. Et ce après dépouillement de 88% des bulletins de vote. Au terme d'une campagne tendue et extrêmement polarisée, Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite, a été élu avec près de 58 millions de voix, soit 55,13% des suffrages, contre 44,87% pour son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Après sa victoire, le président élu promet de défendre la Constitution, la démocratie, la liberté, dans un discours à la nation. Nosso governo será formado por pessoas que tenham
Notre gouvernement sera formé par des personnes qui ont le même but que ce qui m'anime maintenant. Le but de transformer le Brésil en une nation libre et prospère. Vous pouvez être sûr que nous travaillerons nuit et jour pour cela. Candidat de gauche malheureux à la présidentielle, Fernando Haddad s'est adressé à ses partisans à Sao Paulo sans mentionner le candidat d'extrême droite. Nous avons la responsabilité de créer une opposition. Mettons les intérêts du peuple brésilien tout entier avant tout le reste. Parce que nous avons ici un engagement envers la prospérité de ce pays, nous qui avons aidé à construire la démocratie, l'une des plus grandes au monde, au Brésil, nous devons nous engager à la maintenir et à ne pas accepter les provocations et les menaces. Bolsonaro, qui va prendre ses fonctions pour un mandat de 4 ans en janvier, va succéder au conservateur Michel Temer, qui se retire sur un taux d'impopularité historique et va lui laisser un pays mal en point et en plein doute. Puis en Syrie, des parents de nombreux écoliers des territoires semi-autonomes kurdes inscrivent leurs enfants dans des établissements des secteurs gouvernementaux, les obligeant à traverser quotidiennement les barrages de sécurité pour passer d'une zone à l'autre. Malgré les complications que cela implique, ils s'assurent de cette façon que leurs enfants obtiennent un diplôme reconnu par les universités syriennes et étrangères. Reportage. Racha, 7 ans, est presque prête pour l'école. Mais tous les matins, avant de retrouver ses camarades de classe, elle doit se rendre de l'autre côté de la ville. Racha habite Kamishli, dans le nord-est de la Syrie, en grande partie tenue par les autorités kurdes. Mais comme des milliers d'autres enfants, elle fréquente une école du gouvernement syrien, de l'autre côté du checkpoint. Nous ne sommes pas contre apprendre en kurde. Nous le souhaitons pour nos enfants. Mais les diplômes délivrés par l'administration autonome sont reconnus nulle part. Si mes enfants obtiennent ce diplôme, où vont-ils aller? Plus au sud, à Hasake, le constat est le même. Les minibus déferlent tous les jours sur le checkpoint des forces loyales au régime de Bachar al-Assad. Seules 400 écoles sur les 2500 de toute la région enseignent le programme du gouvernement. Les salles de classe sont bondées. Il n'y a plus un seul banc de libre pour s'asseoir. L'école est faite pour accueillir 200 élèves. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. Les salles sont pleines à craquer. Avant, il y avait 35 ou 40 élèves par classe. Aujourd'hui, nous sommes 85. En comparaison, les écoles enseignant le programme kurde ont l'air vides. Ici, les enfants apprennent l'histoire et la langue kurde, marginalisée par Damas pendant des décennies. Ce curriculum, différent de celui du gouvernement, a été mis en place il y a 2 ans, mais seulement 2 universités le reconnaissent. Je suis venue apprendre dans une école de gouvernement. Comme ça, je pourrais aller à l'université. Je ne pourrais pas faire ça si j'allais dans les autres écoles, car leurs diplômes ne sont pas reconnus. Les autorités kurdes aimeraient endiguer l'exode des élèves, mais sans succès. Malgré les checkpoints, plus de 100 000 enfants préfèrent les écoles du gouvernement. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.